Un invité exceptionnel que je suis particulièrement heureux d'accueillir, Stéphane Breyer. Bonjour. Stéphane Breyer, vous êtes juge émérite à la Cour suprême des États-Unis. On parle énormément de la Cour suprême. Celle-ci a une importance particulière, comme on le sait, aux États-Unis. Et comme vous allez nous l'expliquer, vous publiez en France Interpréter la Constitution américaine, la lettre ou l'esprit chez Odile Jacob. Et je ne vais pas avoir beaucoup de travail avec vous parce que quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit les deux questions que je devais vous poser. Alors la première est sur le rôle de la Cour suprême et les escargots. Les escargots. Oui, ça c'est un exemple. Je donne cet exemple aux écoliers. Il dit, vous êtes, moi, juge à la Cour suprême pour 28 ans, juge pour 40 ans. Qu'est-ce que vous faites comme juge? Je dis, j'ai trouvé une excellente explication dans un journal français. Il dit, un professeur au lycée voyageait de Nantes à Paris avec, dans un panier d'osier, 20 escargots. Le contrôleur dit, Monsieur, est-ce que vous avez un billet pour les escargots? Le professeur dit, un billet pour les escargots, ça c'est ridicule. Le contrôleur dit, lisez. Il dit dans le livre, pas des animaux dans le train, sauf un panier avec un billet de demi-tarif. Et je dis à la classe, qu'est-ce que vous en pensez? Et après cela, il y a des arguments extraordinaires. Il n'est pas nécessaire pour moi de dire rien. Il dit, mais pas des escargots, ça veut dire des chats, des chiens, peut-être un lapin. L'autre dit, est-ce qu'un escargot est un animal? Oui ou non? Ah, oui ou non. Ça, c'est la lettre. Bon, mais alors, Mais je dis maintenant, mes amis, vous comprenez parfaitement ce qu'on fait un juge dans une cour de cassation ou la Cour suprême. Les mots, peut-être, ne sont pas animaux. Peut-être ils sont en liberté d'expression. Peut-être ils sont en liberté pour porter des armes ou quelque chose comme ça dans la Constitution des États-Unis ou dans une loi. Les mots sont différents. Ben, la question est qu'est-ce que ça veut dire, ces mots? Animal, animaux, liberté d'expression, ça, c'est les devoirs, l'opération de cette position. j'ai quand même une question à vous poser, Stéphane Breyer. Où est-ce que vous avez appris à parler si bien français? Mais j'aime français. Quand j'avais 16 ans, j'ai passé un été avec une famille, la famille Martin, à Besançon, où Victor Hugo était né. Et j'adorais la France. 1956. Vous vous rendez compte que le beefsteak, de pommes frites, chez les routiers, Quoi, vous les aviez pas de patates pommes tatin? frites aux États-Unis? Non, ici, pour 2 dollars. 2 dollars? La même chose maintenant, c'est 80 ou quelque chose comme ça. Non. Mais oui, c'est cher. Ah, là, Mais à ce moment, c'était les sœurs Caroline et Stéphanie qui ont inventé le tatatin. C'est eux, c'est elles, qui ont décidé de vendre ces cuisines qui étaient merveilleuses. Et j'aimais toutes les choses de la France et on m'avait dit il faut lire en français une demi-heure chaque jour. Et pas toujours, mais je fais un effort. alors, j'ai plus de questions à vous poser, mais vous m'aviez dit que vous aviez une seconde question à vous poser, Stéphane Breyer. La seconde question, c'est après pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Consacré Aux donc à la États-Unis, Constitution oui, américaine. interpréter la Constitution américaine, la lettre ou l'esprit, ça l'exprime parfaitement, même que je l'ai écrit en anglais pour les Américains, mais est-ce qu'on fait cette interprétation par la lettre littérale, où on cherche les valeurs, on cherche les objectifs, on cherche les conséquences? Ça, c'est le problème. Et je suis optimiste. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'être optimiste? La France, les États-Unis, ils vivent des jours difficiles maintenant. Quand je suis ici, je trouve dans les questions de politique, dans les questions de sociologie, dans les questions de ce qu'ils pensent les gens, ils pensent des choses bien différentes. Pourquoi est-ce que je reste optimiste?
Parce que je pars, quand j'ai la possibilité, je suis en retraite maintenant, je parle aux étudiants, ces mêmes écoliers. Et quand on parle aux écoliers, ils regardent par la fenêtre. Mais ils me posent une question. Qu'est-ce que nous devrions faire? Et je montre la Constitution des États-Unis. Et je dis, ce n'est pas à moi maintenant, mes amis. C'est à vous. C'est votre Constitution. Je peux continuer pour longtemps. Justement, il faut que je dise aux auditeurs qui ne le voient pas que vous avez sorti de votre poche la Constitution américaine. Oui, Qu'est-ce qu'elle dit quelles sont les spécificités de cette Constitution américaine, Stéphane Breyer? 7000 mots. Le traité de l'Union européenne et des pages et des pages et des pages et des pages, des choses différentes. Et ici, il y a, par exemple, premier amendement, liberté d'expression, liberté de religion, les abstractions, abstraits, mais il faut remplir ces abstractions. Et quand je parle... En fait, les résumés. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce studio qui n'a pas grand-chose à faire. Non, mais C'est Maître Zlotowski qui devait vous traduire et qui n'a pas vraiment à vous traduire, Stéphane Non, mais je suis Breyer. là en béquille. Des Oh, fois, c'est pas grave, vous êtes très bien, Maître Zlotowski. Mais la chose qui est importante, je dis ce que j'ai appris du sénateur Kennedy, pour qui j'ai travaillé quelques années. Son prénom, son first name. Ted Kennedy. Ted. Kennedy. Oui, il était très grand sénateur. Il nous a dit, son équipe, il nous a dit, perfection, c'est une impossibilité. Quand vous voulez quelque chose, nous voulons quelque chose. Mais il y a des sénateurs qui pensent le contraire. Il faut trouver quelqu'un intelligent qui, en vérité, pense le contraire. Et parler à lui. Non, ne parle pas trop. Écoutez. Le plus qu'il parle, le mieux. Et enfin, il va dire quelque chose avec lequel vous êtes d'accord. Et à ce moment, vous disiez, ah, quelle idée. Vous avez une excellente idée et nous pourrions travailler avec cette idée. Et si vous réussissez à gagner quelque chose, j'ai entendu le sénateur Kennedy dire aux journalistes 1000 fois. Le journaliste dit, très bien, sénateur Kennedy. Il dit, ne remerciez pas moi. Remerciez les républicains. Remerciez sénateur Hatch. C'est lui qui a trouvé l'idée qui nous a permis de travailler ensemble. Stéphane Breyer, il y a un certain nombre d'arrêts de la Cour suprême des États-Unis qui sont extrêmement célèbres dans le monde entier, et notamment l'arrêt Roe versus Wade. J'aimerais que vous nous disiez en quoi consiste cet arrêt et pourquoi celui-ci est aussi important, le regard que vous, juge à la Cour suprême, vous portez sur cet article. J'étais contre. À la différence de la France, on peut avoir les opinions dissidentes. Et j'ai écrit... Que dit-il cet article? Roe v. Wade a dit qu'une femme a le droit d'avoir un avortement. Oui, Dobbs, l'affaire, il y a 3 ans, il a dit le contraire. Il a, en anglais, overruled. Il a changé Roe versus Wade. Renversé, oui. Et moi, j'ai pensé que c'était très mauvaise idée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette règle, on peut avoir un avortement, a été dans la loi des États-Unis pour 50 ans. Et il y a des millions de femmes qui qui reposent. Oui, avec confiance en cette règle. Oui, et très important pour eux, très important pour elles, très important pour n'importe qui aux États-Unis. Et après 50 ans, il y a un principe de droit qui s'appelle stare decisis.
C'est latin, ça. Mais c'est latin. Mais important, on ne change pas trop souvent. Et j'ai pensé que c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire, juste pour que je comprenne bien, Stéphane Breyer, vous pensiez que cet arrêt de la Cour suprême allait en réalité nuire au droit des femmes à disposer de leur corps parce que après 50 ans, l'interruption volontaire de grossesse aurait été acquise dans la loi américaine. À peu près parfait, mais pas parfait. Parce que ça laisse aux 50 États différents de faire une loi. Et la plupart des États ont le même règle qu'avant. Une femme peut avoir. Mais il y a une minorité des États qui pensent le contraire, qui pensent qu'une femme ne peut pas l'avoir. Et il y a quelque chose d'étonnant dans ce pays, Stéphane Breyer. Vous avez parlé de liberté. Et le préambule de la Constitution américaine invoque justement cette liberté. Pourquoi ce droit qui nous semble évident, le droit des femmes à disposer de leur corps, est encore largement discuté par près d'un Américain sur deux, je ne sais pas, en tout cas tous ceux qui vont voter pour Donald Trump, a priori refusent, dénient ce droit aux femmes. Vous expliquez exactement le problème. Les mots dans la Constitution, les mots sont abstraits. Et il n'y a pas, par exemple, le mot banque. Un banque, comme un banquier. Ça ne paraît pas. Mais il y a 200 ans, le grand chef de la Cour de tribunal, la Cour suprême, il a dit, même si le mot n'est pas là, l'idée est là. Et c'était la même chose avec l'avortement. On a trouvé, il y a 50 ans, on a trouvé un mot. Quel mot? Privauté peut-être, liberté peut-être. Et dans ce mot liberté, on a trouvé une chose très importante pour les femmes et pour le mari ou pour l'homme aussi, très importante d'avoir le contrôle de leur vie et le contrôle, et ne pas perdre ce contrôle. Et l'avortement est nécessaire, le droit de choisir. Ça, c'était l'idée. Mais Stéphane Breyer, je ne sais plus quel écrivain français, je ne sais pas si c'est Montesquieu, mais vous le savez peut-être mieux que moi, qui a dit qu'une constitution se devait d'être courte et obscure. C'est peut-être tout simplement Napoléon. Oui, la phrase que je pense que de phrase de Portalis. Portalis a dit, quand le texte est clair, il faut toujours suivre le texte, mais le texte n'est jamais clair. Donc, il faut que le juge trouve quelque chose d'autre. Quoi? Quelqu'un avait un objectif en écrivant une loi. Quel objectif? Quel était l'objectif? Quelles sont les conséquences? Et quelles sont les valeurs qui sont au-dessous de cette loi ou de cette phrase dans la Constitution? Alors justement, votre intérêt, et vous l'expliquez très bien dans votre livre « Interpréter la Constitution américaine », Stéphane Breyer, c'est que vous connaissez bien les pères fondateurs. Pas nécessairement bien, mais il a bien... Je n'ai pas dit que vous les connaissiez personnellement. Non, pas personnellement. Même si mes collègues pensent que le contraire. Moi, je ne pense pas ça. Mais si vous nous en parliez un peu, des gens comme John Adams, qui sont des gens merveilleux. Oui. Et il y a des arguments, par exemple, les personnes qui croient dans la lettre, les littéralistes, les textualistes. Il dit... Quels sont ces mots que John Adams ou Madison ou Jefferson voulaient dans la Constitution et qu'est-ce qu'ils voulaient dire aux personnes de cette époque? Moi et ceux qui croient dans l'esprit, quoi que, oui, les valeurs ne changent pas, mais les circonstances changent. Et je trouve, si vous voulez, si nous avons une minute de plus... Très bien. Vous avez 1 minute 15 secondes. Très bien. Il y avait un article, un commentaire. Je lis commentaires de temps en temps. Je crois que c'est un excellent magazine. Et Baladou a écrit un article sur... Lisez commentaires, c'est chic. Oui, mais pas tous. Mais c'est une revue. Oui, mais c'est très bien. C'est le magazine intellectuel qui reste.
Il ne reste plus aux États-Unis. Oui, je ne dis pas. Mais en tout cas, Balladur, il a écrit sur Pompidou qui, dans son point de vue, était comme ça, était parfaitement d'accord avec le général de Gaulle. Ils ont parlé de gaullisme, mais ça ne fait rien. Il dit des mots qui décrivent exactement ce que je pense de droit et de la Constitution. Il dit, ce n'est pas une doctrine, c'est une attitude. Une attitude de quoi? Une attitude où les choses de base, de fond, d'importance sont intransigeantes, mais il vient d'un peuple divers, ce qu'ils ont à donner à leur pays. Et ils regardent, ils gardent, ils sauvent la dignité de la personne. Stéphane Breyer, la Constitution de France Culture exige que nous en restions là pour le moment, mais on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On continuera d'évoquer votre livre « Interpréter la Constitution américaine ». Vous nous donnerez quand même votre point de vue, même si vous êtes impartial sur ce qui est en train de se jouer dans la politique américaine. 8h sur France Culture. Un invité exceptionnel aujourd'hui, Stéphane Breyer, juge émérite à la Cour suprême des États-Unis. Vous publiez « Interpréter la Constitution américaine, la lettre ou l'esprit » chez Odile Jacob. Alors vous dites la lettre ou l'esprit, mais en réalité c'est un plaidoyer pour l'esprit, c'est-à-dire que vous vous inscrivez dans une tradition d'interprétation de la Constitution américaine. C'est un petit document, vous l'avez avec vous, vous l'avez posé sur la table, et ce petit document, eh bien vous dites qu'il ne faut pas l'interpréter de manière littéraliste, mais qu'il faut retrouver l'esprit, la manière dont les pères fondateurs de la démocratie américaine avait voulu mener le peuple, gouverner ce pays. À propos de pays, je crois que vous avez des élections bientôt aux États-Unis. Stéphane Breyer, comment observez-vous la politique américaine ? La politique américaine, il faut se souvenir que les idées du fond dont vous avez parlé étaient un parti français, étaient les Lumières qui sont dans ce document. Et malheureusement, pour ce discours, une des idées est que les juges, et je suis encore juge, même si je suis émérité de la Cour suprême, ne peut pas s'exprimer sur la politique. Il faut rester dehors de la politique. Mais la question que vous posez est importante pour les juges. Pourquoi? Parce que quand je donne les discours, comme vous avez entendu, et écrit un livre de 300 pages avec des exemples concrets, exemples, il y a un auditoire qui pose pour moi la question, pourquoi est-ce que vous écrivez tout ça? Parce que nous savons très bien que les juges vraiment sont les politiciens. Nous savons très bien. Vous avez entendu cela en France? Oui, on l'a tous les jours. Le gouvernement des juges, on l'a aussi. Oui, c'est possible. Et je dis, mon ami, ça, ce n'est pas le mot politique pour les juges. Vraiment, quand il y a une possibilité que le président des États-Unis va nommer un juge, tous les groupes politiques différents suggèrent des personnes. Ils ont cherché pour les juges qui vraiment vont décider les affaires, vont trancher les affaires d'une manière qu'ils approuvent politiquement. Mais pour les juges, ce n'est pas de la politique, c'est juridique. C'est pour cette raison que les mots, la lettre ou l'esprit, ce n'est pas la politique. Mais est-ce qu'il y a un peu? Pas politique, c'est les groupes qui pensent au point de vue politique, c'est les juges qui pensent au point de vue juridique, et il se dit, je ne suis pas politicien. Mais un peu, de temps en temps, peut-être le mot qui exprime, à mon avis, exactement le rôle de la politique pour les juges, c'est ceci. C'était pas Paul Freund qui était professeur à Harvard? Très, très bien. Politique, juge. Il n'y a pas de juge, ni en France, ni aux États-Unis, qui tranche une affaire selon
la température du jour. Mais tous les juges connaissent très bien le climat de l'époque. Mais alors, Stéphane Breyer, vous dites évidemment que vous êtes tenu à un certain statut de neutralité, mais tout le monde sait que vous êtes progressiste, et d'ailleurs tout le monde sait lorsqu'un juge est nommé à la Cour suprême, parce que les juges sont nommés à la Cour suprême à vie, sauf s'ils démissionnent, et vous avez préféré démissionner pour laisser la possibilité à Joe Biden de nommer un juge qui soit un juge progressiste. Alors comment cela se fait-il que vous soyez neutre, mais en réalité on connaît très bien votre Je étiquette? n'ai pas dit neutre dans ces questions. J'ai dit ils ne sont pas des politiciens. Et il y a une différence. Et la vraie raison pour écrire cela, Interpréter la Constitution américaine. oui, mais je veux, peut-être cette impossibilité, mais je veux convaincre les autres. Les autres qui? Les autres juges. Je veux les convaincre que le système littéral ne marche pas. Et je fais ça avec des exemples, je fais ça avec la réalité et je dis non, c'est une impossibilité, mes amis. Lisez ce livre, lisez les exemples et vous verrez pourquoi. Alors, on va lire tous les deux un texte que vous connaissez par cœur, la Constitution américaine. Et cette Constitution, elle est composée, comme la plupart des constitutions, d'un texte principal, puis d'amendements, des amendements dont certains sont très célèbres. Et je souhaitais notamment soumettre à votre sagacité le deuxième amendement qui date de 1791, une milice bien organisée. Oh, j'ai envie d'ailleurs que vous le lisiez, ce deuxième amendement. Je vais dire cela avec mon ami qui va dire exactement les mots. Oui, parce que Michel Zlotowski est là, il n'a pas beaucoup de travail, parce que vous parlez un français parfait, mais il est là quand même. Mais il faut avoir les mots. Les mots en anglais sont a well-regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Et en français, une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. Point final. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Parce que là, on a exactement ce conflit entre les littéralistes et ceux qui se fondent sur l'esprit des rédacteurs de cette constitution ou de ces amendements en 1791. Et pour moi, j'ai pensé que le mot-clé était milice. Et cela voulait dire quelque chose dans le XVIIIe siècle. Milice. Il était une garantie que le Congrès ne pourrait pas terminer les milices des États, l'armée qui a gagné l'indépendance des États-Unis dans le XVIIIe siècle. Et maintenant, il ne veut pas dire beaucoup. Je vais le redire différemment, Stéphane Breyer, pour être sûr que je comprends bien. Vous voulez dire que par ce deuxième amendement rédigé en 1791, l'État central ne pouvait pas désarmer en réalité les milices, autrement dit les forces de sécurité qui étaient dans les différents États. Les forces de sécurité qui, à nos jours, ça fait une partie de l'armée des États-Unis. Pas d'importance. Mais les littéralistes ont pensé que ça aussi donne une personne, n'importe qui, à peu près, une personne normale, le droit de garder une revolver dessous l'oreiller. Moi, je dis ça, c'est ridicule. L'esprit de cet amendement n'a à peu près aucune application aujourd'hui, mais 4 personnes étaient avec moi, mais 5 personnes étaient à l'autre côté. Mais alors, je ne comprends pas très bien, parce que ce deuxième amendement, quand on le lit, il est clair. Il dit « Une milice bien organisée a le droit de porter des armes ». Oui. Mais il ne dit pas n'importe qui ou presque aux États-Unis a le droit de porter des armes. Donc votre interprétation, elle paraît claire. Vous pourriez se joindre avec le club des personnes qui croient dans l'esprit.
Mais alors, Oui, que oui, disent oui. les autres? Quand on prend par exemple la National Rifle Association, qui est donc le grand Oui. lobby qui milite en faveur du port d'armes, comment prennent-ils ce deuxième amendement? Je pense qu'on peut avoir des armes, mais on ne dit pas encore, quelle arme ou une artillerie? Non, probablement pas. Il y a des différentes et la Cour suprême, même s'il y a 5 personnes qui trouvent un droit d'avoir un revolver dessous l'oreiller, ils n'ont rien dit des grandes armes. Alors, Stéphane Breillat, je vais prendre une autre interprétation de cet article en fonction donc de ceux qui sont les rédacteurs de la Constitution américaine. Vous l'avez rappelé, cette Constitution américaine, elle est très proche des philosophes européens, des philosophes des Lumières, et on dit aussi qu'aux États-Unis, le pacte hobbesien, la manière dont Hobbes, le philosophe, a été interprété, donnait un pacte social différent, et notamment parce que les Founding Fathers, ceux qui ont fondé la démocratie américaine, considéraient que la légitime défense était un concept beaucoup plus extensif que chez nous en France. Je m'explique. En France, l'État est considéré comme fort et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de porter une arme. C'est très compliqué en France d'avoir un port d'armes. Aux États-Unis, l'État est considéré comme faible et c'est la raison pour laquelle les citoyens peuvent avoir une arme pour se défendre. Difficile à dire parce que ça varie d'un État à un autre État. Mais il faut se souvenir de ce qui, dans le XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de dangers. C'est un très grand pays. Il y a des forêts partout. Il y a des fermiers partout. C'est un pays très pauvre. C'est un pays où les armes étaient importantes. Et dans tout cela, il y avait une guerre. Une guerre. Première, la guerre contre les Indiens, et je dois dire les Français. Et après, une guerre contre l'Angleterre. Et cette guerre était importante. Les animaux étaient dangereux par les moustiques. Beaucoup de problèmes. Donc, les armes étaient beaucoup plus importantes. Mais ça, c'est une raison. Pourquoi? Quand nous lisons ces mots aujourd'hui, il faut prendre en compte que les temps ont changé. Et à ce moment, j'ai lu qu'il y a 400 millions des armes aux États-Unis. Et il faut en prendre compte de ce fait et des dangers. Ou des écoliers, ou des policiers, ou n'importe qui, de ces armes. Ça, c'est une partie de l'esprit. Alors, je continue toujours sur ce deuxième amendement et sur l'esprit de la Constitution américaine. En France, la peine de mort a été abolie. Et elle a été abolie parce qu'on considère philosophiquement que l'État est suffisamment fort pour ne pas redouter quiconque. Et c'est pourquoi on n'a pas le droit de tuer, parce que finalement, l'État, même par un terroriste ou un monstre, ne peut pas être menacé. Aux États-Unis, vous avez conservé dans certains États cette peine de mort parce que vous considérez là aussi que l'État est faible et qu'il peut être menacé par un criminel de telle taille que celui-ci puisse être supprimé. C'est difficile à poser ces questions à moi. Pourquoi? Parce que j'ai écrit 48 pages d'opinion aux États-Unis dans la Cour suprême contre la peine de mort. Contre. Donc peut-être je suis un peu préjugé, mais je suis d'accord avec l'idée de votre question. Mais à ce moment, il y a peut-être 3 États, peut-être 4, environ 20 personnes qui souffrent cette peine chaque année de 330 millions. Et je crois qu'il va disparaître. Je connaissais très bien M. Badinter. Je sais qu'il a dit au président Mitterrand, il est nécessaire d'abolir cette peine de mort. C'était fait en France et il n'y avait pas de problème après, je crois. Et je crois que ça va arriver aux États-Unis. Mais je ne vais pas
réciter ces 48 pages Non, aujourd'hui. mais j'aimerais, et c'est pourquoi je le disais de manière provocatrice, Oui. Stéphane Breyer, Oui. sachant que vous êtes un adversaire, j'allais dire évidemment un adversaire de la peine de mort, comment justement pouvez-vous rétorquer à ceux qui disent que la philosophie même de l'État américain présuppose la peine de mort, puisque finalement... Non, je dis que non. Les raisons, la philosophie en dessous, des punis différentes et des punissements différents sont 4 choses pour empêcher l'autre criminel, pour empêcher cette criminel de faire la même chose, pour réformer la personne, le criminel, et aussi une espèce de vengeance. Mais ces 20 personnes qui souffrent la peine de mort, comme d'habitude, c'est 20 ans peut-être, 14 ans, 18 ans, même 30 ans après le crime. Et par ce moment, oui, la vengeance même est faible. Et quand je vois en Grèce, où j'étais l'année dernière, quand je vois cette Parthénone, je pense que c'était Athènes qui venait pour quoi faire, pour envoyer les Furies, Les furies. les Furies, mais il y a un mot, un livre, le bienveillant, le bienveillant. Athènes les envoyait dans la cave, dans la cave. Non. Maintenant, nous aurons la justice. Et je crois que ça va arriver totalement aux États-Unis. Je ne sais pas exactement quand. Stéphane Breyer, et il y a là aussi quelque chose de très étonnant lorsqu'on lit la Constitution américaine et qu'on la compare à la Constitution française, il est beaucoup question d'argent, de dette, d'impôts, no taxation without representation, Oui. pas de taxation, pas d'impôts, pardon, sans représentation politique. Pourquoi est-ce aussi important aux États-Unis? Vraiment, c'était un symbole d'une autre chose. Et on dispute tout cela à nos jours. Dans le XVIIIe siècle, la Constitution qui écrit des principes comme la liberté d'expression, oui, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était les mots, les lettres, ou est-ce que ça référait à des grands principes? Oui, beaucoup, même Madison, pas Jefferson, mais Madison, Deux pères Hamilton, fondateurs ils ont de... pensé les principes. Et un grand principe était que le Parlement représentait, même pour les impôts, tous les Anglais, même dans les colonies, et les colonistes ont pensé vraiment, si vous pensez cela, pourquoi est-ce que nous n'avons pas une représentation en Parlement? Ça, c'était l'idée, et ils ont pensé même si les Anglais ont payé beaucoup des coûts pour les colonies, même nous ne sommes pas, ils ne pensent pas que nous sommes égaux aux Anglais. Et tout ça était inclus dans les grands arguments des jours. Stéphane Breyer, vous avez participé à l'enquête qui a conduit à la destitution de Richard Nixon pour le Watergate. Oui. Et aujourd'hui, il est question pour une partie de la gauche française d'entamer une procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Je ne vais pas vous faire comparer les systèmes, ils ne sont pas du tout semblables. Le Watergate, est-ce que cela, par exemple, ça a été une entreprise difficile à mener pour aboutir à la destitution de Richard Nixon? Oui, probablement. Il entrait, Nixon, en retraite, vraiment, d'une espèce de ça. Mais j'avais de la chance dans ma vie, parce qu'en Watergate, j'ai travaillé pour un grand homme, Archibald Cox, un homme tout à fait honnête. Il a dit sur la radio, télé au peuple américain, je ne viens pas à cette poste, à cette
Watergate, le président de Watergate, je ne viens pas pour destituer un président. Je viens pour trouver les faits. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était tout à fait honnête. Et j'ai travaillé pour d'autres personnes aussi que j'admire beaucoup. Arthur Goldberg, j'étais son assistante à la Cour suprême. Et sénateur Kennedy, qui était un excellent sénateur. Et j'ai appris. Et ce que j'ai appris de Watergate était l'importance de la honnêteté, de faire son travail. On ne peut pas contrôler le monde, mais on peut contrôler ce qu'on fait dans un travail. Stéphane Breyer, ce que l'on ne comprend pas, c'est que lorsqu'on entend, par exemple, Donald Trump parfois évoquer des choses curieuses, lorsqu'il dit, par exemple, que les migrants mangent des chiens et des chats, eh bien, on se dit que cet homme n'a pas complètement toute sa raison. Si c'était notre grand-père, par exemple, on prendrait les clés de sa voiture pour qu'il cesse de conduire. Pourquoi n'y a-t-il pas la possibilité pour mettons un juge à la Cour suprême d'entamer une procédure de destitution ou une procédure telle qu'il ne pourrait plus être éligible? Je ne m'exprime pas mon avis de ces choses, mais vous, monsieur l'interlocuteur, vous pourriez exprimer et tirer les conclusions que vous voulez. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait une procédure... Vous avez exprimé, c'est... J'essaie d'exprimer, parce que de toute façon, c'est ma liberté Oui. d'expression. Est-ce que Oui. vous pensez aujourd'hui que cette constitution est menacée en conclusion, Stéphane Breyer? Est-ce que c'est aussi pour cela que vous avez écrit ce livre? La chose est émotionnellement, me frappe. De plus, quand j'étais juge, 28 ans, à la Cour suprême, je suis dans ma chaise, je pense, comme je regarde, que c'est la chambre où on a décidé, Brown versus Board of Education, qui a terminé le Jim Crow, la ségrégation raciale aux États-Unis. Il a décidé beaucoup de choses. Et devant moi, sont chaque personne, on peut imaginer aux États-Unis, parce qu'il y a des personnes de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les nationalités d'origine, toutes les différences. Ma mère a dit il n'y a pas un avis trop bizarre pour que quelqu'un aux États-Unis ne le tienne pas. Et elle a dit nous vivons. Mais ils ont une chose en commun. Ils ne savent pas exactement ce qui dit la Constitution, mais ils savent très bien que la Constitution des États-Unis est une arme pour nous apporter, nous tirer ensemble comme un pays. Et ils croient dans ce document. Tenir ensemble les Américains. Merci mille fois, Stéphane Breyer, de nous avoir rendu visite. Interpréter la Constitution américaine, la lettre ou l'esprit, votre livre chez Odile Jacob, tandis que Maître Zlotowski, il a traduit 2-3 mots.